Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info, cette édition spéciale que nous consacrons à la situation au niveau du Mali, la situation qui évolue très vite. En début de matinée, il était question d'une mutinerie au camp militaire de Kati. Eh bien, en fin d'après-midi aujourd'hui, on apprend que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre Boubou Sissi ainsi que son fils Karim Keïta ont été arrêtés par les mutins. La situation est donc assez volatile au niveau du Mali. Nous allons donc creuser cela avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, assez rapidement, quelle est la situation au niveau du Mali à l'heure actuelle? Difficile de donner une description exacte quand on suit les médias maliens à travers le net, quand on suit les médias des pays proches comme le Sénégal qui sont particulièrement intéressés par la situation. Tout le monde dit la même chose. A priori, c'est comme si on était dans un coup d'État, mais il faut le mettre entre guillemets, puisque dans un coup d'État, ceux qui font le coup d'État sortent et font une déclaration et expliquent le pourquoi. On parle même de mutinerie. Généralement, quand il y a mutinerie, les militaires sortent parce qu'on les a envoyés quelque part au nom des Nations Unies, on ne les a pas payés, on leur a promis quelque chose, on ne leur a pas donné. On n'a pas entendu les militaires revendiquer quoi que ce soit. Bizarrement, on voit des populations qui jubilent, qui considèrent que c'est la victoire, et généralement, c'est plutôt le camp du M5 qui manifestait depuis quelque temps. Donc, la situation n'est pas toujours claire, bien qu'aujourd'hui, on peut se dire que avec l'arrestation du président de la République et du Premier ministre en particulier, on est plus vers une logique de coup d'État que vers une logique de mutinerie. Parce que quand il s'agit d'une mutinerie, c'est au chef du gouvernement ou bien au chef de l'État de satisfaire les revendications des mutins. Et en ce moment, les mutins retournent dans les casernes. Mais si les mutins ont déjà capturé le chef de l'État, ils ont déjà capturé le Premier ministre, qui va satisfaire les mutins? La question se pose. Donc, on semble aller vers un coup d'État, même si, pour le moment, ce n'est pas totalement confirmé. Donc, difficile de dire à l'heure actuelle que le coup d'État est consommé au niveau du Mali. Pas encore. Pour qu'on considère qu'il est consommé, il y a la déclaration habituelle des militaires. On va les voir à la télé ou bien à la radio, puisque c'est généralement les deux médias-là qu'ils utilisent, pour venir dire clairement, comme on l'a souvent entendu, on dissout le gouvernement, on dissout le Parlement, on suspend la Constitution. À partir de maintenant, c'est nous qui dirigeons. Souvent, on installe en même temps soit le couvre-feu, etc., pour dire que le pays est maintenant entre d'autres mains, et ils donnent rendez-vous à un autre moment pour donner plus de précision. On n'a toujours pas cette information. Il y a juste une personne qu'on présente de plus en plus comme éventuellement le chef de ces troupes-là. Le colonel Diao. Oui, il y a le colonel Diao qui est présenté de plus en plus. On se demande même est-ce que l'information qui a filtré ne vient pas de lui, parce que pour le moment, les médias disent qu'il y a un haut gradé qui fait partie des mutins qui a dit qu'ils sont allés chez le président Ibeka. Ils l'ont trouvé avec le Premier ministre. Ils voulaient discuter avec eux, ils les ont pris, ils les ont amenés à Kati. Bon, on suppose que ça doit être lui, parce que pour le moment, c'est le personnage qu'on présente le plus. Dans la matinée, c'était le flou, il y avait plusieurs noms qu'on donnait, mais c'est comme si la mutinerie également n'est pas partie des officiers supérieurs. Donc, certainement, on va se retrouver dans la situation habituelle. Les gens mettent les choses en avant et puis vont prendre un officier supérieur, lui dire de venir diriger. Mais est-ce qu'il est certain à l'heure actuelle que Ibeka et Boubou Sissé sont aux mains des mutins? Certains, c'est trop dire, mais avoir la réaction de la CEDEAO, avoir la réaction de la France, avoir la réaction des États-Unis, quand vous lisez entre ces textes, c'est comme s'ils sont informés que le président a été pris, que le Premier ministre a été pris. Parce que dans les textes, les Américains le disent de façon beaucoup plus claire, ils disent qu'ils sont carrément contre un coup d'État. Le texte de la CEDEAO dit qu'eux, ils sont pour le respect de l'ordre constitutionnel, etc. C'est-à-dire, ne venez pas enlever un président sans que ça ne passe par des élections. Donc, on n'acceptera pas de coup d'État, etc. Si le président n'avait pas été pris, je me dis que la réaction irait plutôt dans le sens de dire aux mutins, posez les armes, allez négocier. Mais quand on dit aux gens, nous ne vous laisserons pas, si vous voulez prendre le pouvoir, c'est que certainement, il y a une tendance à prendre le pouvoir. Alors, il y a aussi le fait que la mutinerie provienne du camp de Kati, qui a une histoire.
Oui, tout à fait. Kati au Mali, Kati à Bamako. Quand tu pars à Bamako, d'ailleurs, on te dit viens regarder le. Moi, quand je suis allé, on m'a demandé d'aller visiter le camp, puisque c'est quelque chose d'historique. Le coup d'État phénoménal de Sanogo, c'était parti également de Kati. Donc, c'est une garnison extrêmement importante de l'armée malienne. D'ailleurs, on considère que c'est la voûte à la limite de sécurité pour Bamako. Ben, si la voûte de sécurité pour Bamako saute, ça veut dire qu'automatiquement, le président de la République n'est plus en sécurité. Donc, quand Kati se révolte, généralement, facilement, d'autres camps militaires vont pouvoir entrer dans la révolte. Alors, qu'est-ce qui peut, si on se trouve dans la logique qu'il y a un coup d'État qui est en train de se jouer au niveau du Mali, qu'est-ce qui peut finalement avoir fait décider les militaires à prendre le devant des choses? On les avait vus très silencieux depuis le début de la contestation. On se pose plusieurs questions parce que d'un point de vue factuel, il y a juste deux choses. Il y a le M5 qui avait prévu de manifester aujourd'hui à 14h. Bon, mais le M5 manifeste depuis fort longtemps. Oui. Hier, il y a un rapport qui a été sorti par les Nations Unies sur la question du Mali. Un rapport, en fait, sorti, pas encore sorti parce que le rapport n'est pas encore publié officiellement, mais les gens ont sorti des éléments de ce rapport. Et dans ce rapport, l'administration malienne, le premier responsable des renseignements maliens, tous ces gens-là sont accusés, en fait, de ne pas faire le travail qu'il faut pour régler le problème. Alors que tout le monde sait que depuis longtemps, les militaires, les familles des militaires, les populations maliennes se plaignaient en disant que on n'a pas donné suffisamment de matériel aux militaires, on ne leur a pas donné suffisamment d'armes, on ne leur a pas donné les bonnes armes pour pouvoir faire face par rapport aux terroristes, ce qui fait qu'ils peinent à pouvoir vaincre les violences qui se trouvent au niveau du pays. Au départ, les gens ont pensé à ça. Parce que quand on a commencé à tirer, les gens disaient, bon, ils revendiquent qu'il n'y avait pas assez de munitions au nord. C'est tout ce qu'on entendait au départ. Mais finalement, c'est comme si la chose est en train de prendre une autre ampleur. Mais jusqu'à aujourd'hui, les mutins eux-mêmes n'ont pas encore dit, voilà pourquoi ils ont tiré ces coups de feu. Alors, aujourd'hui, donc, IBK, le Premier ministre Boubou Cissé, donc, aux mains des mutins, c'est la grande information. Et si ça se confirme, de toute façon, on est sûr, parce que plusieurs journaux l'ont confirmé, ça veut dire clairement que la page IBK est en train de se tourner? En tout cas, si elle n'est pas tournée, je me demande qu'est-ce qui restera de IBK. Contesté par la foule, avec le M5 en particulier, contesté par l'armée, IBK va compter sur qui? C'est-à-dire, même si par miracle aujourd'hui, IBK redevenait le président de la République du Mali, il le sera avec quel pouvoir? Il le sera avec quelle légitimité? Il le sera avec quelle autorité? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier avec lui, puisque le colonel Diaw, puisque c'est certainement lui qui a parlé et dit qu'ils veulent discuter avec eux. Je ne sais pas, ils discutent de quoi. Mais si il parvenait à laisser le président sur place, il risque d'être un président à qui il ne restera absolument rien comme pouvoir. Il sera là juste certainement pour terminer un mandat. Pour dire que même si la page n'est pas tournée aujourd'hui, en tout cas, une bonne partie de la page IBK a été tournée. Alors, il y a donc la réaction aussi de la communauté internationale, vous l'avez rappelé. La CEDEAO, avant même que ne soit annoncée l'arrestation ou l'interpellation d'IBK et de son Premier ministre, avait condamné toute tentative de renversement anticonstitutionnel du pouvoir. La France a fait de même. La CEDEAO, quand on lit un peu entre les lignes son communiqué, a semblé même menacée, pourrait intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Oui, c'est une menace carrément. Ils ont rappelé toutes les chartes et les conventions au niveau de la CEDEAO, l'interdiction des coups d'État, le fait que quand quelqu'un fait un coup d'État, celui qui a fait le coup d'État ne va pas être reconnu par la CEDEAO. On va même demander, on va suspendre le pays au niveau des activités de la CEDEAO. Mais bon, c'est vrai que c'est des textes intéressants parce que, quoi qu'on dise, pour qu'un pays aille loin, ce n'est pas par des coups d'État qu'on va pouvoir le faire. Mais autre chose que la CEDEAO doit apprendre à dire, c'est que la CEDEAO ne peut pas être que la CEDEAO des chefs d'État. Tout le monde sait ce qui se passe au Mali. La CEDEAO y a envoyé 5 chefs d'État. Ils n'ont pas été capables de faire flancher ceux qui étaient en train de contester le président IBK, mais ils devaient savoir dès ce moment que le problème est un problème sérieux. Il ne s'agissait pas simplement de maintenir un président de la République au pouvoir. Et en lisant le communiqué de la CEDEAO, moi, c'est en ce moment que j'ai commencé à me dire, attendez, ça, ce n'est plus une mutinerie, c'est un coup d'État, parce qu'une mutinerie, on ne menace pas les mutins. Surtout si on veut que la mutinerie s'arrête.
Généralement, la dernière négociation dans une mutinerie, c'est qu'on ne poursuive pas ceux qui ont fait la mutinerie. Donc, généralement, on ne menace pas, on négocie pour que les gens obtiennent quelque chose et retournent dans les casernes. Mais ici, quand on regarde la déclaration de la CEDEAO, ça va au-delà de la mutinerie en disant que même si les gens prenaient le pouvoir, on ne les laissera pas faire. Mais bon, ils vont aller au Mali pour faire quoi encore? Mais Barkhane est là-bas, le G5 Sahel est là-bas, ben, ils vont amener quoi? La MINUSMA est là-bas également. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire, puisque toutes ces forces, aucune n'est intervenue pendant qu'il y a eu ces événements à Bamako. Justement, vous avez cité Barkhane, vous avez cité la MINUSMA, toutes les forces étrangères qui sont au Mali. On peut imaginer qu'elles puissent intervenir d'une manière ou d'une autre? Difficilement. Ces forces sont déjà dans une position difficile au Mali. N'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, les Maliens avaient manifesté contre les forces étrangères. On avait plus mis l'accent sur la manifestation contre la France, mais les Maliens avaient manifesté contre les forces étrangères. Donc les populations maliennes considèrent que ce gros lot de militaires qu'on a envoyés au Mali n'ont pas réglé le problème pour lequel on les avait amenés au Mali, c'est-à-dire cette question du terrorisme qui malheureusement prend de plus en plus de l'ampleur au niveau du Mali. Il y a déjà ce problème. Ensuite, c'est des militaires étrangers venus pour régler un problème avec les terroristes. Si aujourd'hui ces gens-là se retournent contre l'armée malienne, s'ils se retournent contre ces populations qui sont en train déjà de faire la fête, bien que l'arbitre n'a pas encore sifflé, j'allais dire, la fin du match pour dire qu'il y a eu victoire, mais vous imaginez demain comment ces gens-là vont pouvoir rester au Mali, collaborer avec l'armée malienne, collaborer avec les populations maliennes pour pouvoir continuer la lutte contre le terrorisme, alors que cette collaboration est indispensable au niveau de cette lutte. Ils doivent être certainement dans une posture extrêmement compliquée aujourd'hui, puisque même le matin, certains bruits disaient que le président s'est réfugié au niveau de la MINUSMA. Bon, tout ça, c'était pas très clair, mais actuellement, c'est clair qu'il n'est pas au niveau de la MINUSMA et je vois difficilement cela intervenir aujourd'hui dans un problème qui est un problème plutôt entre Maliens. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la CEDEAO, cette communauté de chefs d'État, ne peut plus être un rempart pour IBK? Je crois que c'est déjà trop tard. Ils ont raté l'occasion quand ils sont allés. Je crois que ce qu'il fallait faire quand les 5 chefs d'État sont allés, c'était de faire comprendre au président malien qu'il y a des points de non-retour. Et quand on arrive à ces points de non-retour, il faut accepter qu'on y est arrivé. Imaginez 5 chefs d'État qui viennent, qui reçoivent l'imam Dicko, qui sort et qui dit ils ne nous ont rien proposé. Parce qu'il faut dire les choses simplement. C'est-à-dire ils sont venus, ils ont parlé, ils ne nous ont rien proposé. Et ils confirment ce qu'ils avaient dit. Ils gardent leur position. Mais ça veut dire que la médiation de l'ancien chef d'État du Nigeria, la venue des 5 chefs d'État n'ont rien changé. Et comme le disait le M5 dans un de leurs communiqués, c'est comme si eux, ils n'ont pas compris la profondeur de la crise malienne. Et c'est ceux-là qui ont raison aujourd'hui. Je crois que c'est en ce moment qu'il fallait dire au président de la République, il n'y a rien à faire. Pour rester, il va falloir que tu perdes une partie de ton pouvoir, puisque c'est ce que les gens demandaient. Un premier ministre qui vient de l'opposition, à qui on élargit les pouvoirs, ça aurait permis de couper la poire en deux, comme on le fait généralement dans ce genre de crise. Mais ils ont pris fait et cause pour le président IBK. Certainement, ça fait partie de ce qui a engendré la situation que l'on voit aujourd'hui. Alors, si éventuellement, et on s'imagine que la CEDEAO va encore réagir, quelle réaction vous imaginez de sa part à nouveau? Elle ne peut pas se contredire non plus. Elle va faire ce qu'elle a toujours fait. Rappelez-vous, au Burkina, on avait envoyé des présidents. Quand le général a fait son coup d'État, quand ils sont allés, ils ont essayé de le maintenir, de négocier, mais rappelez-vous de l'humiliation qu'ils ont eue parce que les populations ont dit qu'il n'est pas question de négocier, ils quittent le pouvoir. Le président sénégalais même avait été à la limite vilipendé à cause de sa prise de parole à l'époque, mais ce qui risque de se passer ici, ça va être la même chose. La CEDEAO sera obligée de changer de cheval. Parce que si le coup d'État s'affirme, la CEDEAO n'a pas le choix. La CEDEAO sera obligée de collaborer avec celui que les militaires vont mettre au devant du Mali. Pour une raison toute simple, on ne peut pas faire la lutte contre le terrorisme aujourd'hui et dire que le Mali ne participera pas à la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas aller lutter contre le terrorisme au Mali
et dire qu'on ne collabore pas avec le chef d'État malien, alors que les soldats togolais, les soldats sénégalais, les soldats de tous les pays sont actuellement au Mali dans le cadre de cette lutte-là. Nos États seront obligés de collaborer avec celui qui a fait le coup d'État. La situation du Mali est très particulière. Ce n'est pas comme d'autres pays où, quand on fait le coup d'État, on fait le blackout par rapport au pays. Les populations pourraient souffrir un peu, mais ça amène les gens à quitter le pouvoir le plus rapidement possible. Parce que généralement, c'est ça qui est recherché. Mais ici, on est face à un sérieux problème parce que la situation au Mali était déjà une situation explosive. Il y a quand même un sacro-saint principe au niveau de la CEDEAO, c'est de ne pas cautionner les coups d'État. Je me rappelle encore ces propos du général Béhanzin qui disait il y a quelques mois, ceux qui font des coups d'État ne réussiront pas, tout au plus pourront-ils garder le pouvoir pendant 3 ou 6 mois. J'ai encore envie de demander, la CEDEAO ne peut pas se contredire dans le cas malien. Mais ils vont se contredire, ils l'ont fait partout. Quand le président nigérien Mamadou Tandja a persisté à garder le pouvoir, quand le coup d'État est arrivé, mais bien des gens ont dit ouf. On ne l'a pas dit devant les micros. Mais les gens ont dit ouf parce qu'on ne parvenait pas à trouver une solution devant un président qui était déterminé à garder le pouvoir, malgré le refus du Parlement, le refus de la Cour suprême. Il a voulu coûte que coûte garder le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dénonce sur le principe, puisqu'on ne peut pas cautionner un coup d'État. Mais après avoir dénoncé sur le principe, on dit à ceux qui ont fait le coup d'État, attendez, vous ne pouvez pas vous éterniser au pouvoir, donnez une feuille de route, dites quand est-ce que vous allez remettre le pouvoir en organisant les élections, vous ne pourrez pas prendre un peu plus d'1 an, vous ne pourrez pas être candidat au niveau de ces élections, ceux qui participeront à la transition ne pourront pas participer aux élections. On connaît ce langage. C'est ce langage qu'on risque de revoir s'il se confirme un coup d'État au Mali. Je ne crois pas que la CEDEAO va prendre le risque d'envoyer des forces au Mali pour combattre l'armée malienne. Est-ce que dans le cas malien, ce sont les mutins qui vont devoir négocier avec la CEDEAO ou vice-versa? C'est la CEDEAO qui doit négocier. Je me dis que l'idéal, c'est que la CEDEAO négocie. Puisqu'on est dans une situation qui est encore floue. Ce flou est même particulièrement dangereux. Imaginez tous ces groupes terroristes qui sont au Mali, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, qui est le président du Mali, on ne sait pas. Qui dirige l'armée malienne aujourd'hui, ce n'est pas clair, parce que le matin, on disait quand même le chef d'état-major général, les gens l'ont également pris. Mais dans ces circonstances, il ne faut pas attendre, parce que tout le monde connaît la situation au Mali. La CEDEAO doit prendre les devants, certainement ils le font même, approcher les mutins pour savoir clairement dans quoi ces gens-là vont. Et à partir de ce moment, il faut que la CEDEAO réajuste sa position pour sauver le Mali d'abord, mais pour sauver l'Afrique de l'Ouest, parce que si le Mali tombe sous la coupe de ces terroristes, parce qu'on est là à vouloir se battre contre l'armée malienne, pendant que les terroristes sont également là sur le territoire malien, mais quand ils vont finir avec le Mali, ils vont tout simplement traverser les autres frontières. Ça veut dire si négociation il doit y avoir avec la CEDEAO, c'est éventuellement le colonel Dao, les militaires qui seront en position de force. Mais je me dis que les négociations ont commencé. Même le communiqué, c'est déjà une forme d'appel à discuter. C'est déjà une forme d'appel à discuter, mais comme d'habitude, on tape du poing sur la table très fort. Mais après, quand on sera assis sur la table, je ne sais pas ce que les mutins ont entre les mains, mais s'ils ont des dossiers compromettants par rapport au président de la République et un certain autre nombre de choses, quand ils vont les présenter, la CEDEAO sera obligée de mettre de l'eau dans son lait puisqu'on est au Mali, et il va falloir revoir les choses. Et c'est à ça qu'il faut s'attendre si le coup d'État se confirme, parce que utiliser la force au Mali aujourd'hui contre ce coup d'État serait véritablement contre-productif vu la situation de ce pays. Alors, dans la déclaration du chef de la diplomatie français, Jean-Yves Le Drian, il y a cette partie qui dit « La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne ». Mais aujourd'hui, la France non plus ne peut grand-chose pour Ibeka. La France a intérêt de ne rien faire, puisque tout le monde sait quelle est la position aujourd'hui des populations maliennes par rapport à la France. Parfois, on est allé même jusqu'à la position extrême, parce que quand les Maliens disent que la France quitte, j'ai dit, mais attendez, il ne faut pas oublier que c'est eux qui étaient venus à Sévaré, c'est eux qui avaient arrêté l'avancée des terroristes qui pouvaient se retrouver facilement au niveau de Bamako. La deuxième chose, l'armée malienne n'est pas en mesure seule de contenir ces terroristes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce sentiment anti-français qui est là, mais il faut être objectif. L'armée malienne a besoin de la France. Maintenant, il faut que la France intervienne en soutien à l'armée malienne, puisque c'est ça le problème. Quand on entend parler de souveraineté, ben, où est la souveraineté au Mali? Qui gère le nord du Mali? Il
y a quel État au nord qui gère le centre du Mali? On parle de souveraineté sur quel territoire? Un territoire où l'État n'est pas capable d'installer l'administration de l'État, où il y a des zones où même l'école ne peut pas fonctionner. Il ne faut pas qu'on nous parle de souveraineté. Et quand on écoute les Maliens, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'en fait, le problème, ce n'est pas IBK. Le problème, c'est qu'il faut que le Mali existe à nouveau parce que le Mali n'existe pas actuellement. Donc ça, c'est fondamental. Donc souveraineté, il n'y a véritablement pas de souveraineté. Maintenant, respect des règles démocratiques, on parle de quelles règles démocratiques? Les règles démocratiques commencent quand on prépare et quand on organise les élections. Quand on fausse les règles du jeu en préparant, en organisant les élections, ceux qui l'ont fait, ceux qui les ont soutenus, ceux qui les ont cautionnés, mais ne peuvent plus se lever en parler des règles démocratiques. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Puisqu'on a vu le président IBK finalement accepter qu'un certain nombre de députés maliens démissionnent. Bon, s'il y avait une contradiction énorme là-bas, parce qu'on nous dit, pour des règles démocratiques, il ne faut pas que le président démissionne. D'autres qui ont été élus de façon, entre guillemets, aussi démocratique que le président de la République, parce que les députés sont des députés du peuple. Pourquoi on demande à ces gens de démissionner? On ne peut pas demander au président de la République de démissionner parce qu'il a été élu démocratiquement. Vous voyez que même dans l'argumentation, il y a quelque chose qui cloche dedans. Moi, je crois qu'on a raté le bon moment. C'est pendant les négociations que la CEDEAO avait entamées qu'il fallait que le pouvoir malien accepte qu'il y a un sérieux problème dans ce pays. Il y a un problème avec l'armée, il y a un problème avec les populations. Le président devait comprendre qu'il n'avait plus tous les pouvoirs en main. Il devait accepter de lâcher du lest. On n'en serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, nous suivons donc de très près la situation au niveau du Mali. Et si ça se confirme qu'IBK a chuté, est-ce que c'est la fin de la crise au Mali? Parce qu'on sait que le pays fait face depuis plusieurs mois déjà à une crise qui a provoqué de gigantesques manifestations. La contestation est menée par le mouvement du 5 juin RFP, mouvement conduit par l'imam Mahmoud Diko. Mamadou, j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce qu'on reprochait à Ibrahim Boubacar Keïta? En fait, ce que le mouvement M5 lui reproche, c'est le fait que les gens considèrent que le président lui-même fait partie du problème du Mali aujourd'hui. Et pour eux, le problème fondamental du Mali, c'est un problème de gouvernance. Et c'est pourquoi, quand on a interrogé l'imam Diko pratiquement hier seulement, il n'y avait pas encore ces événements, on lui a dit, mais tu as quoi contre le président? Il a répondu la même chose, il n'a rien contre le président. Il a même dit qu'il ne demande pas le départ du président de la République parce que pour lui, ce n'est pas une affaire de personne. Le problème est un problème de gouvernance. Et tant qu'on ne réglera pas le problème de gouvernance, quelle que soit la personne qu'on va mettre ici, le problème va demeurer. Dans le groupe maintenant M5, il y a d'autres qui sont beaucoup plus radicales, qui réclament depuis le départ que le président IBK quitte le pouvoir, tout le gouvernement, qu'on aille carrément vers ce qu'ils appellent une transition et l'organisation de nouvelles élections. La corruption également est là, parmi ce qu'on reproche au président malien. La question sécuritaire qu'on ne parvient pas à régler. La question du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, dont personne ne connaît véritablement dans quelle situation il se trouve aujourd'hui. Mais il y a tous ces éléments aujourd'hui qui sont reprochés à la gouvernance de IBK. Alors on peut peut-être reprocher à IBK de la situation du Mali, mais le terrorisme, par exemple, est antérieur à IBK. Il a hérité de cela et le Mali n'est pas le seul pays victime de terrorisme. Tout à fait. On ne lui reproche pas d'être à l'origine de la situation du Mali. Les gens disent qu'avec lui, la situation sécuritaire a empiré. Je ne me rappelle plus les pourcentages qu'ils avaient donnés. Ils avaient même donné un pourcentage en disant quand il est arrivé, les terroristes dominaient tel pourcentage du pays au niveau du Mali. Quand il est arrivé, ils occupent actuellement un pourcentage beaucoup plus important, montrant, et cela est quand même vrai d'un point de vue factuel, aujourd'hui, on ne parle plus du nord du Mali, parce que c'était ça le problème. Le centre est dedans. On a vu des attentats à Bamako. Donc, les gens considèrent que, même s'il n'est pas à l'origine de cette question du terrorisme, quand il est arrivé, bien qu'il avait dit qu'il va lutter contre cela, on a vu que ce terrorisme a plutôt augmenté. Il faut voir tout ce que les terroristes ont fait contre l'armée malienne directement. Je ne parle pas des populations. Regardez le résultat aujourd'hui au niveau du centre avec pratiquement un affrontement communautaire entre les Dogons et les Peuls en particulier. Et ce n'est pas les seuls affrontements communautaires. Bon, c'est tout cela que les gens citent en considérant que sur la question sécuritaire, IBK nous a amené à pire que ce que lui-même avait trouvé
au Mali. Alors, Ibeka cristallisait donc, en tout cas, les mécontentements au niveau du Mali. Est-ce qu'on peut dire, si chute d'Ibeka il y a, que c'est la fin de la crise malienne? Non, il faudrait pas qu'on fasse une erreur là-dessus. On a vu bien des pays où le président a chuté, le Burkina est là, les problèmes du Burkina ne sont pas terminés. Donc ça, il ne faut pas qu'on fasse une erreur. Entre la chute de Ibeka et la fin de la crise malienne, j'ai bien peur qu'il y ait même une nouvelle crise. Parce qu'il est très facile de parler de la chute de Ibeka, mais si le président tombe aujourd'hui, qui prend la place déjà? S'il faut organiser des élections dans un Mali en crise, ou trouver l'argent pour organiser les élections? Est-ce qu'on va continuer à organiser les élections avec Soumaïla Cissé entre les mains des terroristes jusqu'à présent? Est-ce qu'on va continuer à organiser des élections avec une partie du Mali où les terroristes empêchent aux gens de faire campagne électorale, d'organiser des élections, parce qu'à chaque élection, ils ont réussi à perturber une partie des lieux où les élections devaient avoir lieu. Mais il y a beaucoup d'interrogations qui sont là. Le fait que Ibeka quitte le pouvoir ne permet pas d'apporter une réponse immédiatement à toutes ces interrogations. C'est ce que disaient quand même beaucoup d'analystes de la situation malienne, que le départ d'Ibeka réclamé à corps et à cri par les manifestations n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la bonne solution, c'était un Ibeka diminué, associé à d'autres, pour créer cette sorte de sursaut sur le plan national, pour que les Maliens comprennent qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Malien qui peut régler le problème du Mali. Il faut que tous les Maliens se mettent ensemble pour régler le problème du Mali. Alors que dans la situation actuelle, celui qu'on mettra au pouvoir, puisqu'on ne sait pas pour le moment de qui il s'agit, est-ce qu'il sera accepté par les populations? Qu'est-ce qu'il va promettre aux populations? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans la situation actuelle du Mali? Avec l'allure où l'on va, les condamnations qui commencent déjà pour une personne qu'on ne connaît pas encore, quelle sera la collaboration avec la France? Quelle sera la collaboration avec l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine? Mais on est très loin de la fin d'une crise, parce que tout cela dépendra de la posture de la personne, puisque chacune de ces organisations aura tendance à poser ses conditions pour pouvoir continuer à collaborer avec le Mali. Même s'il n'y avait pas cette crise, diriger le Mali aujourd'hui n'était déjà pas une chose facile. Est-ce que vous pensez que le M5 RFP s'attendait à cette issue-là? Certainement pas, bien que dans les manifestations, comme on le voit à chaque fois, quel que soit le pays, à chaque fois que les manifestants sont fatigués, on fait appel à l'armée. Mais personne n'avait pris ça au sérieux. Mais pourtant, effectivement, ces appels ont existé pendant les manifestations où les gens ont demandé à l'armée de venir faire le reste du travail, comme on l'a vu au Soudan, comme on l'a vu en Algérie, etc. Mais personne ne prenait pas ça au sérieux, parce que au niveau du M5, ils avaient leur propre feuille de route. Et dans leur feuille de route, ceux qui étaient les maximalistes, c'était clair, Ibeka part. Ceux qui n'étaient pas maximalistes étaient prêts à collaborer avec Ibeka, à condition qu'on réduise ses pouvoirs, qu'on prenne un premier ministre parmi eux, qu'on lui donne suffisamment de pouvoir, qu'il y ait une transition avec un gouvernement d'union nationale avant d'aller à nouveau vers des élections. Et qu'est-ce que le RFP peut faire à l'heure actuelle? Mais pas grand-chose, parce que on a un coup d'État qui n'est pas totalement terminé, qui n'est pas complètement un coup d'État. S'il voulait négocier, par exemple, il s'adresse à qui? Parce que c'est un des problèmes aujourd'hui au niveau de la situation au Mali. Le Diaw dont on parle, il ne s'est pas encore exprimé publiquement pour qu'on puisse dire qu'effectivement, c'est le colonel Diaw qui est le chef de la junte qui vient de faire le putsch au niveau du Mali. Donc si le M5 s'est levé aujourd'hui pour dire « je veux soutenir » ou « je veux discuter », avec qui le M5 va discuter? On sait que la mutinerie est partie de Kati. Bon, on ne peut pas discuter avec une caserne. Il faut bien qu'il y ait des gens pour représenter les casernes. Il y a déjà ce problème. Et certainement, même les mutins, s'ils finissent par transformer la mutinerie en coup d'État, vont penser également à prendre contact avec le M5, parce que quoi qu'on dise, ils sont venus finir le travail que le M5 avait commencé, puisqu'on était dans un Mali avec un gouvernement réduit de 6 personnes qui étaient là en train de travailler pour pouvoir mettre en place le gouvernement d'union nationale demandé par la CEDEAO. En même temps, au niveau des militaires qui ont pris la suite, ils sont très conscients que ce qu'ils font là intervient dans un contexte de crise où les attentes sont très nombreuses. Ils ne peuvent pas estimer être la solution. Non, ils ne peuvent pas être la solution. Ils ne peuvent pas être la solution, et c'est pourquoi je me demande qui va prendre le Mali dans cette situation. Parce que c'était compliqué déjà avec Ibeka, ça devient aujourd'hui encore beaucoup plus compliqué. Parce que les militaires vont profiter de cette situation pour demander
à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ces questions de corruption qu'on avait soulevées concernant l'armement et autres, ils vont peut-être vouloir trouver une solution par rapport à cela. Donc, déjà, régler le problème des militaires, c'est tout un gros dossier que celui qui va prendre le Mali en charge va devoir assurer. Sans compter que si les militaires considèrent que c'est leur victoire, comme les militaires du Soudan l'avaient fait, ils vont vouloir régler d'abord leurs problèmes avant de régler les problèmes des populations. Et on a vu au Soudan comment ça a fait traîner la crise au point qu'à un certain moment, les militaires ont failli s'affronter aux populations qui avaient entraîné véritablement la chute du régime de Bachir. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation au Mali, parce que les militaires sont venus après. Il y avait déjà des populations sur le terrain qui réclamaient la chute du régime. Alors aujourd'hui, quelles éventuelles alternatives se présentent au Mali? En fait, il y en a deux. L'alternative qui semble actuellement se présenter le plus quand on regarde les communiqués qui se font de plus en plus, c'est un coup d'État. Qui va venir diriger le Mali? On ne sait pas encore. Pour quelles raisons ils ont fait le coup d'État? On ne sait pas. Il y a l'autre piste qui est là. Est-ce que la pression de la CEDEAO, la pression de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA peut être assez forte au point d'amener les mutins à accepter de laisser le président Ibeka? Parce que dans toutes les déclarations, c'est ce que l'on voit. Les gens insistent sur le fait qu'on respecte la légalité constitutionnelle. Ça pourrait également être une solution, bien qu'en ce moment, ce Ibeka président aura une présidence où il y aura simplement le nom. Il passera son temps à inaugurer, mais ça ne sera certainement pas lui qui va diriger le Mali. Est-ce que l'imam Dicko est actuellement hors jeu ou bien c'est maintenant qu'il entre en selle? On ne l'entend pas sur la question. On l'a entendu un jour avant, curieusement. C'est comme s'il ne s'attendait pas à ces événements, parce que quand on l'entend parler dans ce qu'il disait, rien ne présageait ce qui se passe aujourd'hui. On lui demandait si lui-même il était intéressé, il a été clair, il dit qu'il ne demande rien, il ne recherche rien, il ne cherche ni poste ni quoi que ce soit. Mais pourquoi pas les mutins pourraient se rendre compte que mais le monsieur fait quand même une certaine popularité, pourquoi ne pas le prendre pour faire la transition? Ça le mettra dans une situation extrêmement difficile, parce que la veille, il avait dit qu'il ne cherchait absolument rien, il est imam. Pour répéter ce qu'il a dit, il va rester imam, Inch'Allah. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc, certainement, ce n'est pas par lui que va passer la solution en tant que personne. Mais la solution peut passer également par son influence. Puisque si le pouvoir se met en place et que le M5 n'est pas satisfait et que le M5 veut prendre encore la rue, il y a un problème. Donc, certainement, ce que M. Boubou Cissé avait fait quand on l'a nommé Premier ministre à nouveau, il est allé voir l'imam. Si les mutins se décident à prendre le pouvoir, ils iront certainement voir l'imam également pour voir comment pacifier ce groupe-là qui pourrait être un obstacle par rapport à ce qu'ils veulent faire. Il y a également Bouye Aïdara. Tout à fait. L'imam est allé le voir il n'y a pas longtemps. Il en a parlé dans l'entretien dont je faisais cas tout à l'heure. Les gens pensaient même que c'est le chef de Nioro qui l'a appelé. Il a dit non. C'est son ami et c'est effectivement vrai. Ils ont ensemble fait tomber un gouvernement de Ibeka d'ailleurs. Le chef a été très clair. Il a dit, j'avais dit que je ne soutiendrai plus jamais Ibeka. Donc, c'est ça la position du chef qu'on a retrouvé dans les médias maliens. Il est allé le voir. Quand on a insisté, il a dit non, ce n'est pas la médiation de Goodluck Jonathan, parce que l'ancien président du Nigeria avait demandé au chef effectivement de voir l'imam Dicko pour le mettre dans la médiation pour qu'on puisse trouver une solution. Il a dit que ce n'est pas pour cela qu'il était allé voir le chef de Nioro. Lui également, les militaires pourront le contacter puisqu'il a quand même une influence sur une partie de la population malienne. Alors, encore quelques minutes, Mamadou Diouf, je regarde actuellement cette déclaration de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Sur son compte Twitter, dit « Je condamne énergiquement l'arrestation du président Ibeka, du Premier ministre Boubou Cissé et d'autres membres du gouvernement malien et appelle à leur libération immédiate. » Réaction? Ça devient officiel maintenant. Puisque jusqu'à présent, les gens parlaient de l'arrestation entre les lignes. Lui, quand il cite les personnes, en disant les personnes qui ont été arrêtées, puisque dans les faits, on a vu ces gens arrêtés. Mais le matin, on se posait la question, est-ce qu'ils sont arrêtés? Est-ce qu'ils sont mis
en sécurité, puisque c'est les deux choses qu'on nous disait. Bon, avec le président de la Commission africaine, certainement avant de faire ce tweet, il a pris la peine de prendre un certain nombre d'informations. Il devient clair qu'effectivement, ces gens sont bel et bien arrêtés, comme la presse a commencé à le dire vers 17h cet après-midi. Maintenant, il ne peut que condamner, parce que l'Union africaine a pris des décisions très fermes par rapport à tout ce qui est coup d'État, mais la condamnation tout court ne va pas résoudre le problème malien. Vous parliez tantôt des djihadistes qui sont très présents au niveau du Mali. Pour eux, c'est ces genres de situations qui sont aussi une aubaine? Oui, mais pour moi, c'est le plus gros danger que court le Mali aujourd'hui. J'espère qu'ils sont pris de court, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien préparé du tout. Parce qu'imaginez aujourd'hui, puisqu'on parle au niveau du Mali d'une partie de l'armée, il n'est pas encore clair que c'est toute l'armée qui participe à la mutinerie. Il semble qu'il y a une partie qui est plutôt restée loyaliste, mais c'est une aubaine en ce moment pour ces terroristes de pouvoir agir et de ne pas avoir en face l'armée malienne. Et regardez en ce moment l'occasion qu'on leur donne quand tous les yeux sont cabrés aujourd'hui sur Bamako. Tout le monde est en train de vouloir régler la question de Bamako. MINUSMA comme Barkhane, G5, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on devient actuellement dans ce pays? Mais c'est comme si on mettait un plateau d'argent devant ces gens. Ces gens n'ont pas hésité, malgré Covid, malgré les appels à une trêve humanitaire à cause de Covid, de continuer à faire les attentats. Prions Dieu simplement qu'il n'y ait pas un plan entre leurs mains, parce qu'ils pourront faire extrêmement mal si la situation actuelle persiste. Mamadou Diouf, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la fin donc, de cette édition spéciale, vous l'avez compris, consacrée à l'évolution de la situation au niveau du Mali. Le Mali où, selon toute vraisemblance, Ibrahim Boubacar Keïta, le président, son premier ministre Bobo Cissé, ainsi qu'un certain nombre de membres de son gouvernement sont aux mains des mutés. On suivra donc l'évolution de cette situation. Vous suivrez après le journal et puis regard croisé.